De retour à votre programmation des rendez-vous éco-responsables, s'inspirer des entreprises d'ici, c'est le moment de vous présenter le panel Inspiration. Comme plusieurs entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ont déjà amorcé ou adopté une démarche de développement durable, les rendez-vous vous proposent non pas un, mais bien 2 panels de discussion qui rallient 7 entreprises de la région pour mettre en lumière leurs bonnes pratiques. Chaque panel débutera avec le visionnement d'une courte vidéo présentant les panélistes et leurs bons coups entrepreneuriaux. Le premier panel réunit Exploramer, le fumoir artisanal Indian Bay, la crevette du Nord Atlantique ainsi que la ferme avicole Bourgeois-Dumont, entreprises du secteur agroalimentaire et de la pêche qui partagent des valeurs communes quant à l'approvisionnement responsable et la gestion durable de leurs ressources, en plus d'avoir su développer des projets inspirants quant à la valorisation des déchets ou de leurs dérivés de production. Et d'ailleurs, on aimerait que vous notiez que dès maintenant, vous pouvez adresser vos questions aux panélistes en utilisant l'espace de discussion chat et il me fera plaisir de les relayer à qui de droit. Les voici tout de suite en portrait. Bonjour, je m'appelle Stéphane Morissette, je suis directeur qualité à la crevette du Nord Atlantique. On fait partie de l'industrie des pêches de la crevette du Golfe. C'est une pêcherie qui est certifiée MSC. Donc, c'est une certification qui garantit une pêche durable. Puis ensuite, c'est surtout toute la traçabilité du produit de l'approvisionnement jusqu'à la vente. Ici, on est dans l'usine des poudres marines du Saint-Laurent. Ici, on récupère les résidus qui autrefois étaient jetés au dépotoir. Donc, on est parti de cette matière-là, puis on a fait une valorisation, mais on a fait une valorisation avec un produit de grade alimentaire de crevettes qui est vendu en vrac, surtout en Europe. La poudre de carapace, je pense que c'est un bon exemple où il y avait un coût important d'enfouissement. Ça coûtait au-dessus de 200 000 par année de coût d'enfouissement. Puis on part de ce coût-là, puis on finit par faire un bénéfice avec ça. Oui, il y a eu beaucoup d'investissements, mais oui, à la fin, ça fonctionne. Ensuite de ça, il y a tout l'aspect du recyclage. On a une autre usine qui est à Rivière-au-Renard où on va faire le réemballage ciblé selon le client. Donc, on fait de l'emballage sur mesure qui va sur les marchés, dans les grandes chaînes ou des fois aussi en vrac. Mais tout ça, ça générait quand même assez d'emballage intermédiaire, donc des boîtes de carton ou des sacs de plastique. Puis depuis l'an dernier, on a trouvé une façon aussi avec la régie intermunicipale là, ici pour récupérer tous les sacs de plastique qu'on utilise là-bas aussi. Présentement, certains de nos produits sont emballés dans des sacs qui sont recyclables. D'autres produits qui sont emballés dans des sacs qui sont non recyclables. Puis c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'équivalent aux normes alimentaires. Ou avec les technologies d'emballage qu'on a, des fois, les fermetures, tout ça, c'est des sacs qui sont polylaminés. Puis quand c'est polylaminé, bien là, tu as du nylon, du polypropylène, tu as différents plastiques, donc ça se sépare pas. Donc là, on regarde vraiment la façon de passer à un emballage qui serait 100% recyclable. Là, parce qu'on pense que on n'a pas le choix de passer à travers ça dans un avenir assez proche. Bonjour, je me présente Paul Casey, actionnaire des fumoirs Indian Bay. Notre principale activité d'opération est le fumage de saumon de l'Atlantique frais, qui est fumé à chaque semaine. Et présentement, on a agrandi notre secteur d'activité, puis on fait des mets réparés avec toutes nos retailles de saumon fumé, comme la mousse de saumon fumé, les fondus parmesan de saumon fumé, pour récupérer les pertes qu'on avait les premières années. Le saumon d'élevage est produit dans les compagnies d'élevage du Nouveau-Brunswick. On a commencé à faire la récupération des bacs de styrofoam parce que tous les poissons sont mis dans des bacs de styrofoam qu'on réutilise à chaque fois. Puis les commerçants sont beaucoup participants là-dessus, participent avec nous à 100%, puis quand on arrive, ils nous ordonnent nos bacs de la semaine d'avant. Fait que c'est toujours une rotation, fait qu'on n'a plus besoin de
de l'acheter et les jeter, on récupère le styromousse. Pour ce qui est de récupération, présentement, il y a des organismes locaux qui viennent ramasser tous nos pots puis les débits de poissons pour faire des tests avec. On prend de la vaisselle lavable ou récupérable à 100%. À ce temps, il n'y a plus de plastique qui rentre ici dans l'usine pour les soupers de réception. Dans nous, Indian Bay, on s'aperçoit beaucoup que les gens, oui, si on prend 50 000 plats à 10 cents du poids de plus, ça fait un bon montant. Mais les gens sont conscients, puis quand ils viennent acheter, même si c'est 10 cents de plus, la question revient, ça fait que de plus en plus, les gens sont partis du côté vert. Donc, Sandra Gauthier, directrice générale d'Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie. Bien, en fait, en 2003, quand Explorama, qui était un centre d'interprétation sur les merveilles de la Gaspésie, a fermé ses portes, le comité de relance a décidé à l'époque de faire un grand virage sur les sciences océanographiques et la biodiversité marine du Saint-Laurent. Donc, depuis 2004, toute notre attention, toute notre mission, notre mandat est tourné sur l'écologie du Saint-Laurent, l'habitat, la biodiversité et toutes les sciences qui entourent ces éléments-là. Partout sur la planète, en fait, il y a des initiatives pour promouvoir les espèces issues des pêcheries durables. Donc, on s'est rendu compte en 2008, avant de lancer Fourchette Bleue, que nous, ici, ce qu'on voulait, c'est focusser sur un seul plan d'eau qui est le Saint-Laurent, qui est notre garde-manger de proximité. La valorisation de la pêche, c'est valoriser tout le Québec maritime aussi. On s'est rendu compte depuis les 11 années maintenant que Fourchette Bleue existe, qu'on a commencé à voir des changements de consommation chez les Québécois. Donc, les Montréalais ne mangeaient pas de bourgou il y a 10 ans maintenant. Ils commencent à acheter ces produits-là à Montréal. On en voit dans les poissonneries là-bas, ce qu'on ne voyait pas avant. La macre de Stimson, la Beaudroie d'Amérique, la Beaudroie, on mangeait pas ça, même en Gaspésie à l'époque, parce que c'est un poisson qui est laid, qui a une sale gueule. Sauf que ce poisson-là, exactement le même en Europe, qu'on appelle la lotte, est vendu à grands frais parce que c'est un poisson haut de gamme. Donc, on est en train de se rendre compte ici, et puis les pêcheurs nous le disent. Maintenant, dès que j'ai une Beaudroie dans mes filets, je la garde parce que je le sais que maintenant, il va y avoir une valeur commerciale. Je vais pouvoir la vendre en arrivant au quai. Et donc, j'ai pas besoin de la rejeter à l'eau. J'ai pas perdu de temps. J'ai pas perdu d'argent. Et en plus, ça fait découvrir cette nouvelle espèce-là. Les Québécois, comme partout sur la planète, sont de plus en plus végétariens, sont de plus en plus véganes. Donc, les algues, c'est des aliments marins qui répondent tout à fait aux besoins de ces gens-là. C'est des légumes de la mer. Et économiquement, c'est aussi très précieux pour nos communautés qui commencent à voir l'amplitude que ce marché-là peut prendre aussi. On se rend compte que la science, c'est un sujet très porteur. Les gens veulent se faire parler de l'environnement, veulent se faire parler de l'écosystème du Saint-Laurent, qui est unique d'un point de vue de la biodiversité, unique au monde. Et puis, notre bateau qui était rendu trop petit pour nos besoins, va être remplacé cet été par un nouveau navire. Un navire qui va être plus écologique. Donc, on parle de moins de consommation de carburant. On parle d'alimentation électrique avec des panneaux solaires, entre autres choses, et qui va être mieux adapté aussi à nos activités à vocation scientifique et éducative. Donc, dans la cale du navire, il va y avoir un laboratoire scientifique où les gens vont pouvoir approfondir les connaissances. Donc, vont pouvoir regarder, par exemple, le plancton au microscope. Ils vont pouvoir voir l'évolution de la température de l'eau. On va pouvoir voir la force des courants marins, la salinité. Donc, plusieurs données comme ça, physico-chimiques. Quand on le comprend mieux, on le protège mieux. Donc, toute cette éducation-là n'est pas banale. Là. Je m'appelle Jeanne Bourgeois. Je suis copropriétaire de la ferme avicole Bourgeois-Dumont aux îles de la Madeleine. La ferme avicole fournit les œufs de consommation à toute la population aux îles de la Madeleine depuis 38 ans. Quand on est en agriculture avec une ferme, on peut que s'intéresser à l'environnement qui nous entoure. Puis on
on vit aux îles de la Madeleine, donc l'environnement local, l'environnement des îles de la Madeleine est super important pour nous. À notre ferme, au départ, on produisait des fumiers liquides. On avait une grosse problématique pour les épandages des fumiers sur le territoire des îles. On est entouré d'eau. Donc, on a réfléchi à comment régler notre problématique. Puis, à force d'avoir regardé ce qui se faisait ailleurs au Québec, on a trouvé la recette qu'on voulait. Donc, on fait de l'autocompostage. Et on s'est rendu compte qu'en récupérant la chaleur des poules, parce que 10 000 poules, ça chauffe tout seul. L'été, ça surchauffe. Alors, toute cette chaleur-là, normalement, était évacuée, était perdue. Nous, on la récupère, on la filtre, parce qu'il y a quand même un peu de poussière dans les poules, et on la repousse directement sur les fumiers pour sécher le fumier au pourcentage qu'on a besoin pour qu'il s'autocomposte tout seul. Donc, cette chaleur-là est gratuite. Là. Elle est juste repoussée, c'est la même chaleur. Chez nous, 10 000 poules, on est une vraie très, très petite ferme. Donc, il a fallu que mon chum, qui est un peu homme à tout faire, modifie des équipements. Et je me souviens que pour l'environnement, le nom de ministère, que l'autocompostage, pour eux, n'existait pas dans leur cahier, dans leurs mots, et ça n'existait pas. Puis, j'avais expliqué à la dame qui m'avait appelé, en réalité, sur le terrain, ça existe. Fait que peut-être si dans votre cahier, il n'y a pas le mot autocompostage, peut-être juste de le rajouter tout simplement. Elle n'avait pas vraiment aimé ma remarque, mais 2 semaines après, elle m'a appelé pour me dire que c'était accepté. Cet engrais-là, les fumiers sont autocompostés, donc retournés pendant une 50aine de jours, tout ça. Et ça devient un engrais qui est incubé, c'est-à-dire mis en petits granules et mis en sachet, en sac, vendu localement. Et à 80%, par contre, c'est vendu à l'île du Prince-Édouard pour des gros maraîchers biologiques. Puis eux, c'est en vrac. C'est le même transport qu'on va chercher notre moulé à l'île du Prince-Édouard, qui est utilisé pour le rentabiliser. On partait le camion vide, là, on part le camion plein d'engrais, puis on revient le camion plein de moulés. Alors, on a rentabilisé notre transport comme ça. Il faut dire que c'est des produits chimiques que les gens n'utilisent plus. Donc, je suis convaincue qu'il y a déjà plusieurs gros camions de produits chimiques qui n'ont plus besoin de rentrer aux îles parce que les gens utilisent de plus en plus notre engrais 100% naturel. Ça a été tout un défi de mettre ça en branle, de monter le projet. Mais ensuite, ça facilite notre travail, mais grandement. Il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de problèmes de pathogènes. Alors, même la vie des employés, la vie de la ferme, la vie des poules est améliorée à cause de tout ce projet-là. Nous, on est vraiment gagnants sur tous les points. Je pense que l'éco-responsabilité aussi, surtout pour nous qui est dans le domaine alimentaire, ça devient une exigence. Les clients, ils vont finir par dire « Nous, on n'achète plus cette crevette-là, elle n'est pas dans un sac recyclable. » Donc, je pense qu'à l'an 2021, on est rendu que l'environnement, c'est primordial. C'est plus une question on essaye tout. Il faut que tout le monde y mette la main à la pâte. Pour se rendre plus éco-responsable pour les années qui s'en viennent aussi. C'est vraiment une richesse collective qu'on a aux îles d'avoir une ferme avicole locale. Nos œufs du matin sont pondus le matin, sont classés le matin, sont rendus dans les épiceries l'après-midi. Alors, c'est des œufs frais du jour. C'est le seul endroit dans tout le Canada où il y a le circuit court, aussi court que ça. Ça n'existe plus ailleurs. On est passé d'un chiffre d'affaires de 500 000 à 1,2 million et demi. Tout ça en augmentant nos revenus autonomes et tout ça en étant de plus en plus éco-responsable, en réduisant le plus possible notre empreinte écologique et en développant un programme qui permet à l'ensemble des restaurants, des poissonneries et une bonne partie des pêcheries de se rendre plus éco-responsables aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui nous coûte cher, c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous élever. Puis je pense que l'expérience d'Exploramer le démontre très bien. Alors, si on peut être un modèle pour d'autres entreprises qui voudraient prendre leur virage vert, qui voudraient faire un pas de plus pour protéger l'environnement, tant mieux. Parce que, en quelque part, dans nos vies, on est tous des modèles pour quelqu'un. Même nos entreprises peuvent être des modèles pour d'autres.
heureuse, tout comme vous, très probablement, de découvrir des pratiques éco-responsables d'entreprises d'ici, trop peu connues jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que les panels sont une occasion de discuter, d'échanger avec vous, gens du public. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les regardera au fur et à mesure et fera en sorte de les poser à qui de droit. Alors, j'aimerais inviter nos panélistes à se présenter. Sandra Gauthier, directrice générale du Musée scientifique Explore-en-Mer, est avec nous, ainsi que Cassandra Arsenault du fumoir artisanal Indian Bay, Stéphane Morissette, directeur de la qualité chez la Crevette du Nord Atlantique, ainsi que Jeanne Bourgeois, copropriétaire de la ferme avicole Bourgeois-Dumont. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. On vous a entendu brièvement nous parler de cela au cours de la capsule, mais la question qui tue, est-ce que c'est véritablement viable, rentable économiquement que de faire le développement durable? J'aimerais vous entendre là-dessus. Stéphane? Ben oui. Oui, je pense que nous, tous les projets qui ont visé l'éco-responsabilité ont été rentables, que ce soit les projets de valorisation des résidus, que ce soit les projets de recyclage, ça amène une diminution des coûts toujours. Donc oui, la réponse c'est sûr que c'est oui. Quelqu'un veut rebondir? Ben pour nous à la ferme, Pour nous à la ferme, avant nos fumiers, c'était une perte. On devait les donner à des agriculteurs qui faisaient leur propre épandage. Maintenant, nos engrais sont vendus en totalité. Alors, c'est sûr que il y a une grosse différence de rentabilité. Dans notre chiffre d'affaires qu'on avait monté, dans l'étude économique qu'on avait montée, à l'époque, on voyait sur une vingtaine d'années qu'on réussissait complètement à rembourser et à rentabiliser toute cette partie-là. Et c'est beaucoup mieux pour l'environnement également aux îles. Absolument, absolument. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure un peu plus tôt avec Mario Cyr. Jeanne, peut-être que le fait d'être insulaire vous conscientise encore davantage à l'importance de faire du développement durable. Est-ce que ça vous met même une certaine pression, vous pensez? Probablement. Moi, j'aime pas le voir comme pression, j'aime le voir comme participation. Moi, je me sens participative à l'environnement aux îles. Une pression, on dirait que c'est lourd à supporter, mais une participation, ben là, c'est comme normal, c'est comme un plus. J'enlève le mot. Moi, le mot pression, c'est un petit peu moins agréable parce qu'on sent vraiment qu'il faut forcer tout le temps, alors que juste une participation à notre environnement, c'est plus simple. Finalement, on fait les mêmes gestes, mais avec un esprit beaucoup plus léger. Oui. Un incitatif, disons. Sandra, en regardant les portraits, je me suis demandé pourquoi, en fait, comment vous expliquer, si on veut, que malgré notre proximité avec la mer, avec le fleuve, la plupart des gens semblent être déconnectés des merveilles de la nature, des merveilles gastronomiques qui peuplent nos eaux. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce qu'il y a des raisons historiques, culturelles à ça? Un peu tout ça à la fois. Effectivement, on se pose la question pratiquement tous les jours ici. D'un point de vue historique, effectivement, les Québécois, les Canadiens ne sont pas des mangeurs de poissons, on est des mangeurs de viande, dû entre autres à l'hiver qui est très long, très froid. On se remet dans l'histoire du Québec, là, les bateaux étaient tout petits, la pêche avait pas la même ampleur que maintenant aussi. Faut voir que le transport des aliments frais vers les grands centres était difficile. Donc, historiquement, on mangeait du poisson uniquement l'été. Ou alors, c'était salé. Et déjà, dès le départ de cette grande industrie-là, c'était vraiment vers l'exportation qu'on envoyait nos ressources. Mais encore aujourd'hui, on a conservé cette histoire-là d'exporter nos produits. Donc, il y a beaucoup de nos produits. Si je prends l'exemple du crabe commun, par exemple, ben, on l'exporte encore vers l'étranger. Il n'est pas consommé ici au Québec. Donc, à cause de tous ces éléments-là là, mis ensemble, ben, ça fait en sorte nous, ici, on connaît moins nos produits, mais les autres pays, eux, les connaissent très bien, nos produits, puis ils connaissent leur valeur aussi, là. Une question pour Cassandra, maintenant du fumoir artisanal Indian Bay. Cassandra, d'où provient en fait le saumon utilisé par votre entreprise? Est-ce que c'est d'origine sauvage ou c'est au contraire de l'aquaculture?
Bien, avec notre permis d'usine qu'on a présentement, on est dans l'obligation d'avoir du saumon d'élevage. Notre saumon provient surtout du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. C'est la compagnie Northwest Harvest Sea Farm et True North Salmon qui nous fournit. Fait que c'est du saumon d'élevage qui sont dans des bassins d'aquaculture. Fait que c'est sûr que c'est une loi, mais en même temps, ça nous permet de ne pas vider les rivières si on aurait à prendre le saumon sauvage parce qu'on achète quand même de très grandes quantités de saumon dans une année, là. Fait que, tu sais, on se procure ça sur des entreprises locales ici, chez Servab. Puis, on a aussi Longue Chevalier de Rémer Aquaculture, là, qui est dans une aquaculture aussi. Est-ce que c'est, vous diriez, plus éco-responsable? Oui, parce que c'est ça. Si on arrête le saumon sauvage, comme je disais, ça permet de ne pas vider les rivières, puis d'avoir du saumon frais quand même à même terme. Cassandra, une autre petite question pour vous, c'est Caroline Duchesne qui la pose celle-là. Dans la présentation, on parle de peaux de saumon qui sont récupérées. À quoi ça sert au juste? Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Présentement, on est en train de faire les tests là, pour essayer de faire de nouvelles recettes avec la peau de saumon. Il y a déjà des croustilles qui existent, des choses comme ça. Fait qu'on est en train de voir là, qu'est-ce qu'on pourrait pas créer avec nos rebuts dans le fond, là. OK, super. On va suivre ça de près, évidemment. Une question pour l'ensemble de vous tous, quiconque aimerait répondre. Quelle a été la réponse de votre clientèle face à l'arrivée de ces nouvelles initiatives éco-responsables-là? Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie efficace même pour fidéliser, voire élargir une clientèle? Je vois Cassandra sur la tête. Ouais. Les clients, des fois, ils vont arriver, on a changé de nos contenants pour avoir des contenants biodégradables, tout ça, puis les gens sont heureux, même si ça coûte quelques sous parfois de plus. Mais tu vois que les gens sont vraiment sur un virage vert, puis qui apprécient que les entreprises se tournent vers ces fonctions-là. Stéphane? Mais chez nous, pour être franc, on ne l'a pas tant publicisé que ça, toutes nos initiatives, mais je pense que dans l'avenir, ça va être ça. Comme dans la capsule, je disais, on est en train vraiment de regarder tout l'emballage de nos crevettes, la façon de les rendre plus recyclables, puis ça va faire partie de la stratégie, effectivement, de mettre l'emphase sur les efforts que l'entreprise fait. De le faire savoir. Oui. Jeanne, Sandra, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Oui, bien écoutez, chez nous, depuis qu'on a lancé Fourchette Bleue, depuis qu'on a pris aussi le virage scientifique, on est passé de 7 000 visiteurs en 2004 à 31 000 visiteurs au musée en 2019, donc avant la pandémie. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont très fans de ça, qui ont besoin de ces informations-là, qui sont conscientisés. Notre clientèle, elle est relativement jeune et a vraiment ce souci-là. Donc, oui, ce n'est que gagnant pour nous, tout ça. Wow! Jeanne? Oui, ben nous, c'est à chaque saison, chaque nouvelle saison, printemps, l'été, qu'on voit l'impact parce que les gens laissaient nos engrais, ils les essaient et quand ils voient la différence de pouces, c'est là qu'ils s'habituent pour la prochaine saison à en acheter parce que il y a vraiment une énorme différence dans la pousse d'une plante, surtout aux îles. Nos terres sont très, très pauvres. Et fait, il s'aperçoit que finalement, la plante pousse aussi vite que si c'était de l'engrais chimique, mais qu'au lieu que de nourrir la plante, ça nourrit le sol. Alors, c'est ça. À chaque saison, on voit l'impact de plus en plus grand. Malheureusement, à date, on n'en produit pas plus parce que 100% de nos fumiers sont traités. Sauf qu'au lieu d'en envoyer 80% à l'île du Prince-Édouard puis en garder seulement 20% aux îles, ben, peut-être qu'un jour qu'on en gardera 30% aux îles puis qu'on enverra seulement 70% à l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est sûr que le but serait de fournir 100% pour le local, mais je crois que la grandeur du territoire des îles, c'est pas assez grand pour nos quantités. Sauf que pour nous, on serait bien fiers que plus personne ne mette aucun engrais chimique sur les terres madeliniennes. Ce serait ça le but. Formidable, Jeanne. Puis on espère un jour les avoir en Gaspésie. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement le pouce vert, là, ça a l'air de faire des miracles. Ben justement, c'est que la plupart des autres agriculteurs du Québec font leur propre culture, donc sont en manque de fumier. Nous, on ne fait pas de grande culture aux îles, donc la raison pourquoi on était en surplus de fumier,
et on a trouvé une autre alternative à ces fumiers-là. La seule difficulté avec la Gaspésie, c'est l'acheminement par le transport. Parce que les bateaux n'arrêtent pas en Gaspésie présentement. Alors, il faudrait le faire monter à Matane, le faire redescendre. Là, le coût. À date, on se concentre sur le plus local et avec l'île du Prince-Édouard parce que c'est le même camion à mouler qu'on utilise. Mais ce serait possible de faire découvrir notre produit. J'ai une question pour vous tous. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans votre démarche, le plus difficile à mettre en place? Une question de Pierre Jeunesse. Qui veut répondre? Je pourrais débuter. Nous, c'est sûr que c'est dans un principe touristique, le développement des clientèles, mais c'était la compréhension de ce nouvel univers-là de la part des gouvernements. Donc, c'est ce qu'on a trouvé le plus difficile maintenant. Ça fait partie intégrante de chaque programme de financement, d'avoir du développement durable dans nos activités. Mais au tout début, c'était quand même quelque chose de relativement méconnu. Ben pour nous, je pense que si je prends la valorisation des résidus, c'est qu'à un moment donné, il faut y croire parce que c'est sûr qu'on avait une problématique de gestion de ces résidus-là, mais l'investissement pour le résoudre, c'était quand même important. C'est plus de 5 millions qui a été investi dans la récupération des résidus puis les transformer en poudre. Donc, il faut quand même, à un moment donné, il faut faut y croire puis dire on va de l'avant. Puis finalement, ça a été profitable pour l'entreprise. Donc, souvent, on a l'idée, mais des fois, il faut aussi prendre le risque. Prendre le risque de faire l'effort. On a une autre question pour vous tous. Celle-là vient de Steve Pronovo. Est-ce que c'est votre conscience environnementale? Est-ce que c'est votre gain financier, la pression du public, l'envie de vous démarquer? Excusez-moi, on ne vous a pas entendu. En tout cas, moi, je vous ai perdu pendant quelques secondes. Pas de problème. Je répète, dans le fond, quelle est la principale motivation qui vous amène à adopter des pratiques éco-responsables? Est-ce que c'est votre conscience environnementale? Est-ce que ce sont les gains financiers, la pression du public, le désir de vous démarquer? Qu'est-ce qui vous motive en premier lieu? Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. C'est sûr que souvent en entreprise, on dira ce qu'on voudra. Le gain économique est toujours important. Mais moi, je sais qu'ici, toute la partie récupération, c'est vraiment plus la conscientisation qui est importante là-dedans. Donc, on travaille encore sur un projet pour récupérer les poches de crevettes qui sont utilisées par les pêcheurs. Donc, on travaille avec la régie intermunicipale ici pour trouver un débouché. Peut-être ils font des tests présentement avec le plastique pour voir s'ils peuvent l'incorporer au bitume pour le mettre dans l'asphalte. Donc, toutes ces initiatives-là, c'est bien plus pour une question idéologique qu'économique. De notre côté, avec Fourchette Bleue, c'était vraiment d'être authentique, en fait. On avait eu vent d'un sondage qui avait été fait auprès des touristes en Gaspésie durant l'été et on leur demandait pourquoi ils venaient visiter la Gaspésie, puis ils répondaient pour les paysages et pour manger du bon poisson frais. Mais si on recule au début des années 2000, dans les restaurants, on mangeait du saumon, on mangeait des crevettes importées d'Asie. Et on mangeait, on arrivait de temps en temps à manger des homards, mais c'est pas partout qu'il y en avait. Donc, c'était vraiment difficile de dire aux gens, venez manger du bon poisson frais en Gaspésie, alors qu'on avait exactement les mêmes produits qu'on pouvait retrouver à Montréal. Donc, c'était vraiment de mettre à l'honneur nos produits, parce qu'on a des produits haut de gamme et des produits qui sont certainement de plus grande qualité que ce qu'on peut retrouver sur les marchés importés. On le voit avec les crevettes, d'ailleurs. Donc, c'était un peu l'objectif là, du programme Fourchette Bleue, c'était vraiment de démarquer l'authenticité de notre région. Cassandra, Jeanne? Le saumon arrive dans des cassettes de styromousse, ça en fait beaucoup.
Donc, à un moment donné, tu sais, à la force du dit, on va les jeter, mais on peut les récupérer, une conscience à ne pas mettre ça trop aux déchets. Fait qu'à cette heure, on les récupère, on les lave, on les désinfecte, tout ça avec on les lave avec un produit bio. Puis ils sont désinfectés, puis on fait nos livraisons locales avec ces caissettes de styromousse-là. Puis les clients sont vraiment, ils coopèrent bien là-dedans, ils nous redonnent nos caissettes. Fait que de semaine en semaine, on peut récupérer. Puis quand on ne peut pas récupérer, que ça s'en va par la ville ou quoi que ce soit, mais on a des boîtes biodégradables, puis à cette heure, on met ça là-dedans. Fait que on a viré ça comme ça. Pour nous à la ferme, pour le transport de notre engrais en vrac vers l'île du Prince-Édouard, on récupère les gros sacs de farine des boulangeries aux îles. C'est des sacs de 1 tonne et quelques. Eux jetaient à chaque fois. Et ils en ont des milliers des centaines, des dizaines par année. Et nous, plutôt que les jeter, ils nous les donnent. Et nous, c'est nos emballages pour notre engrais en vrac qu'on envoie à l'île du Prince-Édouard. Et ensuite, ça nous revient par la suite. Alors, c'est le même emballage qui resserre de multiples fois. Fait que, sur ce côté-là, sur les emballages, nous, on n'a pas vraiment de difficultés. On avait vraiment un souci, nous, au départ, de régler un problème environnemental parce que dans les premiers chiffres, on n'était pas sûr que ça serait rentable d'imaginer un engrais. Donc, c'est pas vraiment la rentabilité au départ. Nous, ça a vraiment été la problématique environnementale pour protéger les îles de quantité de fumier liquide que les gens ne voulaient pas sentir près de chez eux. On va dire que tout le monde est près un de l'autre. Ici, les terrains sont prêts. Fait que l'agriculteur qui épandait les fumiers liquides ne respectait pas toujours les règles environnementales, c'est-à-dire le nombre de pouces à mettre sur son terrain, tout ça. Nous, on n'avait pas le contrôle sur ces agriculteurs-là parce qu'on leur donnait nos fumiers liquides. Mais dès qu'on a pu contrôler l'engrais, donc là, on sait où l'engrais va. Ça change du tout au tout. Il n'y a plus de senteur aux îles. Les gens qui mettent un petit sac sur leur terrain, il n'y a aucune senteur. Fait que les gens sont contents de ça. Ça a réglé une grosse problématique qui devenait de plus en plus importante aux îles. Fait que c'est vraiment l'aspect environnemental qui nous a motivés au départ. Ensuite, on a calculé les chiffres. Intéressant. Une question pour Stéphane et Sandra, cette fois de Louis-Martin Pilote. Croyez-vous que le réchauffement des eaux du Golfe aura un impact sur la pêche à la crevette et sur les autres ressources halieutiques? Si oui, comment l'industrie de la pêche envisage de s'adapter? Bien, ça, c'est une grosse question. Bien, c'est certain que les réchauffements climatiques ils vont avoir un impact sur la pêche. Ça, c'est... on ne peut pas s'en passer. Mais c'est sûr que, bon, nous, toute l'industrie de la crevette dans le Golfe, on a une certification MSC. Donc, c'est une certification éco-responsable, dans le fond, où cette certification-là, elle garantit là, que la pêche, il y a une gestion saine de la pêche. Donc, puis ensuite, dans le fond, ça nous permet de vendre ce produit-là avec cette certification-là. Donc, si jamais la gestion de la pêche n'était pas conforme, on la perdrait. Puis, je vous dirais que c'est quasiment 100% de nos clients qui nous exigent. Donc, c'est sûr que on va. Puis, je pense que pour la pêche aux crevettes, puis pour la pêche au Québec, là, je dirais que la gestion faite par Pêche et Océan est quand même importante. Là. Donc, quelque part, on va s'ajuster avec les quotas. Mais c'est sûr que les quotas vont peut-être descendre, c'est cyclique. Là, présentement, il y a beaucoup de sébaste qui s'en vient. On ne sait pas ça va être quoi l'impact de ce sébaste-là sur... nous, comment on réagit, Crevettes du Nord, bien, on commence à réfléchir à une certaine diversification, peut-être voir justement qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les résidus, qu'est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut envisager une deuxième, une troisième transformation pour garder nos employés, pour garder l'entreprise active? Donc, c'est sûr que cet impact-là, on la considère. Sandra?
impact, en fait, des changements climatiques sur la ressource marine. On voit actuellement, ça va extrêmement bien pour la pêche au homard. Les changements climatiques, le réchauffement des eaux est favorable à l'éclosion des œufs de homard. Donc, actuellement, l'industrie peut bénéficier de ça, entre guillemets, là. Monsieur Stéphane le disait, le sébaste, on n'est pas certain encore, mais on pense ou on présume que les changements climatiques favorisent le retour du sébaste. On voyait encore la semaine dernière avec les chercheurs de l'Institut Maurice Lamontagne que la très, très faible couverture de glace qu'on a eue cet hiver va être à long terme défavorable sur le crabe des neiges. Donc, on pourrait avoir une perte de productivité en termes de pêche au crabe des neiges dans les prochaines années. Le phoque aussi, si je pense aux gens des îles de la Madeleine, il y a eu une réduction de la chasse aux phoques cette année à cause du manque de glace aussi. Donc, il y a déjà des mouvements dans la biomasse maintenant, et plus on va avancer, plus il y en aura encore. Donc, effectivement, les gens des pêcheries n'auront pas le choix de s'adapter, de diversifier leur production parce que, ultimement, il va falloir prendre un petit peu de tout. Mais bon, ça, c'est ça. Question pour chacun de vous. Quelles initiatives éco-responsables vous souhaitez mettre en place dans un futur à moyen ou à long terme, voire à court terme peut-être? Ben, chez nous, on accueille dans les prochains jours notre nouveau navire dédié à l'éducation des sciences marines, donc un navire plus éco-responsable aussi, donc dessiné, construit et opéré en Gaspésie, donc un produit 100% local. On est très, très fiers, on l'attend dans les prochaines journées. Et puis, on a aussi un projet là, qui vise à construire un nouveau pavillon tout de bois, tout éco-responsable, mais dédié aux requins du Saint-Laurent, qui sont des espèces en péril, mais qui ont un fort potentiel attractif, qui sont présents dans le Saint-Laurent, mais que beaucoup de gens ignorent. Donc, on veut un peu mettre un faisceau de lumière sur cette espèce-là. Génial. Quelqu'un d'autre? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, nous, on a vraiment 3 axes qu'on travaille présentement. Les emballages, les rendre plus recyclables. À l'entrée, le recyclage des emballages qu'on reçoit. Puis, on veut aussi augmenter notre valorisation. Là. Présentement, on valorise une partie des résidus qui sont destinés à la consommation humaine, parce que la poudre de carapace de crevettes qu'on fait, elle est pour la consommation humaine, mais il y a une partie des résidus qui ne le sont pas. Donc, on travaille sur des projets pour tenter de récupérer ça puis de valoriser ça. Cassandra? Bien, pour nous, comme on disait au début, là, c'est ça, de recycler surtout nos pots de saumon pour en faire certaines recettes. Puis, dans un avenir rapproché, là, on aimerait bien qu'à notre boutique à l'usine, là, qu'on puisse avoir des morceaux de saumon pas emballés sous vide dans les sacs comme qu'on fait présentement, les avoir là, dans un comptoir réfrigéré pour le donner à un client dans un contenant bio pour qu'on sauve l'utilisation du sac pour les gens qui passent à notre boutique en saison estivale. En Islande, ils font des belles pots avec le poisson. Ils font du cuir. Ouais, ouais. Une autre idée de projet à moyen terme pour vous. Jeanne? Oui, ben nous, à assez court terme, on espère pouvoir avoir on a des genres de caisses pliables en plastique recyclables qu'on relave et tout ça pour la distribution de nos œufs dans les épiceries. Par contre, dans les restaurants, c'est encore dans des boîtes de carton qui sont compostables, mais pour nous qui ne sont pas récupérables. Alors, c'est sûr que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir que des caisses de plastique pliables comme ça dans tous les endroits où il y a des œufs aux îles de la Madeleine. Là, c'est des discussions qui vont s'en venir avec la restauration pour qu'ils aient des endroits où les accumuler, pour qu'ils restent propres et qu'ils restent en bon état, tout ça, pour qu'on puisse les récupérer. Des fois, c'est juste leur espace qui manque, mais je pense que ce serait un prochain pas. Puis, on a un beau projet en devenir pour transformer nos œufs, parce que puisqu'on ne peut pas exporter nos œufs des îles, on aimerait en faire des produits améliorés, c'est-à-dire toutes sortes de mayonnaise,
avec des saveurs de homard, de crabe, peut-être des crevettes, tous des produits des îles pour améliorer. Alors, ça c'est un beau projet, c'est un gros projet. Je ne sais pas si c'est nous, les propriétaires, qui le réaliseront ou une prochaine génération qui aura notre ferme ultérieurement. Mais c'est un projet que j'aimerais bien voir naître à notre ferme parce que des produits comme ça, de deuxième et de troisième transformation, nous, à la ferme, on n'en fait pas avec nos œufs, puis ce serait un super bon produit à avoir aux îles pour accompagner nos fruits de mer qu'on a ici. On va vous suivre dans vos projets futurs, ça c'est certain. Merci infiniment à vous tous d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Merci. Évidemment, si vous avez des questions ultérieurement ou vous avez envie d'interagir avec nos panélistes, ce sera possible de le faire, comme on le mentionnait, soit en réseautage aléatoire ou soit via le chat, donc comme on vous le mentionnait précédemment, sur l'onglet Scène. Alors, un